Bonjour à tous, nous sommes actuellement au festival Bulle en Haute-Garonne qui se déroule à Lormont, au pôle culturel et sportif du Bois-Fleuri. Nous venons de passer 48 heures avec Edith Gratteri. Edith Gratteri, plus connue sous son prénom Edith, sous lequel elle publie chacune de ses œuvres, est une dessinatrice de bande dessinée et une illustratrice dans l'édition jeunesse. Le grand public la découvre au début des années 90 avec la série Basile et Victoria, scénarisée par Yann Lepentier. Le second album est un véritable succès. Il obtient l'Alphard du meilleur album au Festival d'Angoulême en 1993. La série sera même adaptée en dessin animé, sous le titre d'Orson et Olivia. Aujourd'hui, elle a une quinzaine d'albums de bande dessinée et une dizaine de livres jeunesse à son actif. Son dernier album, La Chambre de Lautréamont, est paru début 2012 aux éditions Futuropolis. Mais sans plus tarder, je vous propose de découvrir par vous-même celle qui, selon ses propres termes, aime avoir de l'encre sur les doigts et de la peinture sous les ongles. Eh bien, bonjour Edith, nous sommes ravis de t'accueillir pour le festival Bulle en Haute-Garonne 2013 qui se déroule à Lormont. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours de dessinatrice de bande dessinée ? Alors, je dessine, en fait, mon premier album, le premier vrai album, c'était en 1990, il est sorti. Donc ça fait un peu bien 25 ans que je fais ce métier-là. J'étais pas partie pour faire de la BD au départ, c'est-à-dire que je suis rentrée dans une école d'art, les arts décoratifs à Paris. Je dessinais, j'aimais beaucoup dessiner, il n'y a pas de souci, mais je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais en faire de cette envie de dessiner. Je suis sortie avec un diplôme spécialisé en vidéo. Donc j'ai commencé à travailler avec la vidéo, c'était de la vidéo, je travaillais avec des chorégraphes, donc vidéo danse. Et puis entre-temps j'avais croisé la route de dessinateurs de BD et je suis allée squatter leur atelier et là j'ai vu que on pouvait raconter des histoires avec une feuille de papier, un crayon, de la bonne musique qu'on écoute très fort et là j'ai dit waouh, quelle ambiance, puis quelle créativité. Donc je me suis dit voilà, je m'y suis mis et puis j'ai pas une culture BD, j'avais pas de BD chez moi. Enfin bref, non, j'avais pas vraiment de culture BD et je me suis rattrapée à l'adolescence. À partir de 15 ans, parce que à partir du moment où on va chez des copains et tout ça, et que j'ai vu qu'il y avait des BD dans leur chambre, et puis j'ai tout avalé dans tous les sens, tout ce qui me tombait sous la main. Et donc ma culture BD a été faite dans un laps de temps très court, mais très intense, très intensément. Mais du coup, c'est vrai que j'avais pas d'a priori, j'avais pas une envie depuis que j'étais petite de faire ça. Voilà, c'est un petit peu différent. J'ai quand même rencontré même pas mal d'auteurs BD pour qui ça a été un rêve très tôt de faire de la bande dessinée leur métier. Et voilà, ce qui n'était pas mon cas. Et l'illustration jeunesse tient une place importante dans ton œuvre. Est-ce que ça correspond à un besoin ou est-ce que tu y trouves quelque chose que tu ne trouves pas dans la bande dessinée? Alors c'était pas, au départ, j'avais pas pensé spécialement à l'illustration jeunesse et en fait c'est en rencontrant Rascal, le scénariste avec qui j'ai fait la plupart des livres pour enfants que j'ai illustrés. On s'est connus à Bruxelles, il a vu mes albums BD et c'est lui qui m'a proposé de travailler en jeunesse et j'avoue que au début ça a été c'était pas évident du tout. C'est-à-dire que j'ai fait des essais et Rascal me disait mais non, t'y es pas quoi. Il a fallu que je passe de la BD à l'illustration jeunesse et ça a demandé un temps d'adaptation. Et heureusement j'avais Rascal qui m'a bien guidée là-dessus. Et c'est grâce à lui que j'ai fait Et puis une fois que j'en ai fait un, c'était parti quoi. Je crois que j'ai compris quelque chose. Mais ça n'a rien d'évident de passer de la bande dessinée. Pour moi, c'était pas du tout la même narration. C'était très différent. Alors, il y a de la poésie dans ton dessin et dans chacun de tes albums. Tu as travaillé sur l'adaptation en bande dessinée des Hauts de Hurlevent. Et puis, plus récemment, la Chambre de Lautréamont, où l'on croise quand même le fantôme d'Isidore Ducasse et Rimbaud lui-même. Quelle place tient la littérature dans ta vie ? Grande place, évidemment, ça, on peut s'en douter. En fait, j'ai toujours beaucoup lu, je suis une grande lectrice, je suis vraiment gourmande de livres, et de toutes sortes.
Et c'est vrai que je crois que la plupart des images que je restitue dans mes albums, la plupart sont des images issues de mes lectures, plus que peut-être je sais pas, d'autres illustrations. Bon, évidemment, hein, j'ai des références chez des illustrateurs, des peintres, dans des films. Films, pas beaucoup. Mais je crois que la plupart, les images les plus fortes, c'est quand même celles qui me sont venues à la lecture de livres qui m'ont emmené, quoi. D'accord. Donc c'est très important. Alors l'influence, parce que quand même la plupart de tes albums se passent quand même au 19e siècle. Est-ce que ça vient peut-être de là justement? Parce que le style de dessin aussi, je pense, se rapporte un petit peu à l'impressionnisme, non? J'en sais rien, c'est vrai que j'ai du goût pour les peintres et les illustrateurs de la fin du 19e et début du 20e. Bon, donc ça comporte l'impressionnisme, mais d'autres aussi, il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que c'est une période qui, moi, me parle beaucoup. Un début d'explication, je pense, c'est que, a priori, comme ça, je n'aime pas dessiner les choses trop, on va dire les lignes trop droites, les angles trop droits. Et donc peut-être que j'ai l'impression, c'est une illusion totale, hein, évidemment, parce qu'à l'époque les maisons étaient très droites, mais peut-être j'ai l'illusion que cette époque peut être dessinée à main levée, peut être dessinée avec des lignes qui ne sont pas droites, avec même les vêtements, ça donne, je crois que c'est une vision graphique que j'ai de l'époque, qui ne correspond à rien de réel, hein, mais c'est une vision graphique de l'époque que j'ai, et que j'aime restituer. Alors tu as une quinzaine d'albums de bande dessinée à ton actif, une dizaine de livres jeunesse, et tu as travaillé quand même très souvent avec les mêmes auteurs. Est-ce que c'est une question de confort, parce que finalement on apprend à se connaître avec le temps, au fil des années, ou est-ce que c'est une question de goût commun? Qu'est-ce qui t'amène à travailler avec les mêmes auteurs? En fait, à part Rascal, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui lui, c'était une collaboration qu'il a initiée lui. Pour les autres scénaristes, en fait, c'est moi qui étais les chercher. Yann le premier. En fait, j'ai été le voir, hein, parce que j'aimais beaucoup son travail à l'époque. Donc c'était, je vais situer, c'était en 88 peut-être, 89. Donc il y avait eu toutes ces séries chez Glénat comme Les Libellules ou Yo-Yo. Ce sont des séries qui m'ont vraiment marqué. Et donc Yo-Yo la Lune Noire, moi c'est un de mes albums, les albums que je préfère de ma bibliothèque. Et donc j'ai été le voir pour lui demander de m'écrire un scénario. Sauf que moi j'avais rien. J'étais une jeune dessinatrice. J'avais fait un petit album dans la collection X, mais qui était vraiment un petit album noir et blanc. Enfin, je veux dire. Donc je suis allée, mais j'avais même pas 3 crobards. Donc voilà, donc je suis allée voir Yann et bonjour Monsieur Yann, vous êtes très connu, tout le monde veut travailler pour vous, mais vous allez travailler pour moi qui n'ai rien fait. Puis en fait, on a discuté, on a trouvé, il m'a demandé un peu les sujets qui m'intéressaient. Enfin, ça a été, on a pris un café, tout ça. Et en fait, on est tombé sur un sujet qui nous plaisait à tous les deux. C'était sur le thème des bas-fonds dans Londres à la fin du 19e siècle. C'est grâce à lui que j'ai commencé la BD, parce que c'est vrai qu'il n'était pas obligé de m'écrire un scénario. Il pouvait me dire, il pouvait me dire reviens plus tard. Enfin, je sais pas, j'avais rien quoi. Et puis après Yann Corcal, c'est moi qui étais le chercher aussi. Il travaillait pour Spirou, j'aimais bien ces histoires de... Donc il y avait les Orilles, je ne sais plus qui c'était, les Drags, ah oui c'était Dette et puis les Drags avec Ogroche. Et du coup j'avais fait une petite histoire en noir et blanc, 3 pages, avec un petit personnage d'un peintre en 1900 à Paris, un peintre alcoolique, enfin bon bref, et qui s'appelait Eugène de Tourcoing Star Trek. Et j'avais fait ces 3 pages pour un collectif pour l'association. Et le personnage me plaisait tellement que je me suis dit, je ne peux pas le lâcher, mais je ne me sens pas d'écrire un scénario de 46 pages. Donc du coup, j'ai envoyé une lettre à Corcal, on ne se connaissait pas, et je lui ai proposé de reprendre le personnage pour écrire une histoire. Et je ne suis pas quelqu'un de forcément très facile. Les scénaristes ne sont pas des gens faciles, je suis désolée, hein, c'est quand même des gens qui sont paranoïaques, hyper susceptibles, enfin voilà, bref. Et non, j'exagère, mais c'est vrai que c'est une association, il y a des dessinateurs qui font ça très bien. Moi, je trouve ça difficile. Je trouve que garder, ne pas empiéter sur la part de l'autre, savoir qu'est-ce que chacun va mettre et retirer de ce projet, de ce livre qui va paraître. Les histoires d'ego,
l'histoire de fonctionnement, jusqu'où on laisse l'autre intervenir dans son travail, dans les deux sens. Hein. Moi, c'est presque un contrat, quoi. C'est-à-dire jusqu'où on a le droit d'aller chacun dans la critique ou dans, j'en sais rien, les remarques qu'on peut faire sur le travail de l'autre. Le but, c'est le livre. Voilà. Après, si on n'est pas amis, c'est pas grave. Je me suis bien engueulée aussi avec mes scénaristes. C'est comme ça. Non, mais après, le souci, c'est de se dire à partir de quel moment on se lance soi-même dans l'écriture d'un scénario, puisqu'évidemment, la plupart, je veux dire, ça fait longtemps que je fais ce métier, les gens du métier, les dessinateurs que je connais autour de moi me disent « mais vas-y, écris-le ton histoire ». En plus, c'est vrai que des idées, pour moi, c'est pas un problème. Un pitch, un scénario sur 3 pages, une idée, je l'ai. J'en ai plein mes tiroirs en plus, c'est vrai. Après, c'est écrire le scénario, quoi. Ouais. Ça, c'est un travail spécifique. Ça, c'est faire en sorte que les gens, quand ils ouvrent l'album, aillent jusqu'au bout et ne le lâchent pas. Pour moi, c'est un truc que je ne pense pas maîtriser, quoi. Donc, du coup, je ne suis pas prête à écrire mes propres scénarios. Je pense que c'est un métier à part entière. Ouais, Edith, c'est une des premières personnes avec qui j'ai collaboré, quoi. Enfin, le premier projet qu'on a débuté ensemble, c'était un livre qui s'appelle Noël, mais il se fait qui n'a pas été accepté à l'époque parce que, je sais pas, soit l'histoire était trop triste, et puis comme elle venait de la bande dessinée, comme ça, il y avait des préjugés. Les districts, ouais, non, mais les nez, comme elle les fait, ça sonne trop BD, ça fait pas illu, enfin bref, des trucs aussi casse-pieds que ça. Et puis après, je sais qu'elle s'en allait, qu'ils s'en retournaient habiter en France, et dans la voiture, je sentais que si je ne lui tendais pas une nouvelle perche, ben voilà, c'était fini, quoi. Et je lui dis, mais tu sais, tu peux me demander autre chose. J'ai le souvenir qu'elle m'avait dit, mais je n'osais pas. Ben voilà. Et puis à partir de ça, j'ai lui écrit une autre histoire qui s'appelle Jaune d'œuf. Et puis après, on a repris Noël. Et puis les choses se sont faites comme ça, quoi. Ouais. Nous avons souhaité donner rendez-vous à Edith dans les hauteurs du Vieux-Lormont, le cadre idéal pour parler de la chambre de Lautréamont. La chambre de Lautréamont est un album dense. Il contient 100 pages de plus, pratiquement qu'un album de BD traditionnel. Il est riche dans la reconstitution historique, original dans l'intrigue. C'est peut-être ton projet de bande dessinée le plus ambitieux, non ? Certainement, oui. Ne serait-ce que par la somme de travail que représente un album de 146 pages, mais aussi parce que j'ai complètement changé de technique, mais tout du long, quoi. C'est-à-dire que pour la première fois, j'ai fait un découpage complet, un découpage dessiné complet de l'histoire avant de commencer l'album. Ce que je ne faisais jamais, parce qu'en général c'était... Scénariste oui, ou alors je le faisais petit à petit. Enfin, je veux dire, il y avait le découpage du scénariste, mais moi je faisais mon découpage dessiné au fur et à mesure. Que là, j'ai vraiment dessiné l'album complet. On va dire, pour ceux qui ne connaissent pas trop cette phase-là, un peu comme un storyboard. Ça s'approcherait du story, c'est pas tout à fait pareil, mais ça s'approcherait du story au moins visuellement. Et ça m'a permis, c'est comme c'est une histoire un peu complexe, même plutôt complexe, avec différents niveaux de lecture. Je voulais être sûre qu'on ne se plante pas. Parce qu'après, quand tu pars pour 2 ans de travail, pour après, il sort et tu relis et tu fais, mais en fait là, ça va pas, il y a un truc qui va pas, quoi. Et là, ouais, non. Donc j'ai fait ça. Et donc ça, je l'avais jamais fait. Et après, quand j'ai mis l'album en image, je me suis servi d'une technique mixte, traditionnelle et mise en couleur sur ordinateur, que j'ai expérimenté, parce que ça, pareil, je l'avais jamais fait. Donc à tout point de vue, ça a été un album ambitieux. Ouais. Alors justement, c'était une de mes questions en fait. Tu as pour la première fois utilisé en plus des pinceaux, des pastels, des crayons dont tu as l'habitude. Tu as utilisé l'ordinateur. Pourquoi en fait? Qu'est-ce que ça t'apportait de plus dans cet album et pourquoi ne pas l'avoir fait auparavant par exemple? Auparavant, je disposais d'abord pas du matériel et puis, comment dire, il faut un minimum d'aisance aussi avec l'outil et cette aisance-là, je l'ai acquise au fur et à mesure. J'ai commencé par travailler sur des illustrations, c'est-à-dire finaliser des illustrations sur ordinateur. Enfin, voilà, c'est un processus qui a été assez progressif et c'est vrai qu'avant, je n'étais pas forcément prête. Et là, j'avais envie de travailler. En fait,
c'est pas au départ. J'ai fait plein d'essais, dont un essai avec justement en utilisant l'ordinateur. Et bah, je me suis aperçue que je pouvais travailler des ambiances un peu différentes, aller un peu plus loin. Ça prend plus de temps, etc. Mais par contre, ça m'a permis de travailler des ambiances que j'aurais pas travaillé avec mes habitudes de couleurs directes, celles que j'avais. Donc ça m'a permis de renouveler même des gammes de couleurs et tout, et ça c'était plaisant parce que j'ai eu l'impression d'avancer vers quelque chose d'autre, de découvrir d'autres mises en couleur. Mais je ne voulais pas perdre le côté matière, etc. Donc du coup c'est vrai que c'est un bidouillage un peu, c'est très empirique quoi. J'ai fait ça, il n'y a rien de mystérieux, mais je l'ai fait voilà, sur la machine, j'ai regardé. J'ai fait des fonds, j'ai scanné, après j'ai découpé, après j'ai... Enfin, voilà. La planche qui est sur l'écran, c'est une planche tirée de La Chambre de Lautréamont. Et en fait, c'est un album qui a été réalisé en technique mixte. À partir de... Enfin, il y a une partie en ancrage traditionnel et une partie qui a été mise en couleur sur ordi. Donc, le principe, c'est de superposer des calques et une fois qu'ils sont superposés, ça donne le résultat final tel qu'il est imprimé dans le livre. En fait, la première étape, c'est l'ancrage en noir, et dans le cadre de cette planche là, enfin de toutes les planches de ce livre, j'ai pas été chercher loin. C'est un ancrage au stylo bic sur des petits morceaux de feuilles papier machine, et qui sont en fait je travaille pas sur une planche complète, je vais faire des petits bouts et après je les remonte sur ordi, et ça me permet d'organiser ma planche sur l'ordinateur. Ensuite, le principe de ce livre là, c'est que ça devait faire vieux livre. Donc j'ai mis un calque que j'ai créé et que je remets, voilà. Et en fait c'est un calque qui correspond à une matière de vieux papier, donc avec des taches et qui couvre toute la feuille. Ça c'est pour le côté matière, comme si c'était imprimé sur du vieux papier. Donc on a le trait noir, on a après ça... je vais commencer par la couleur. Donc en fait j'ai un film couleur. Je vais enlever le noir et blanc pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Ça c'est des couleurs, en fait c'est des matières que j'ai réalisées sur un papier de façon traditionnelle avec de l'encre, que j'ai scanné, et après je découpe ce qui m'intéresse, des zones de couleur qui m'intéressent, et je les assemble sur la planche en suivant évidemment les traits pour donner la colorisation que je désire. Comme j'ai envie d'avoir une ambiance un peu plus forte, j'ai rajouté un aplat couleur assez léger, orange. Donc je vais enlever la couleur, je vais vous montrer. Voilà. Et si j'enlève le papier, mon aplat c'est ça, donc très pâle, mais ça suffit pour donner une ambiance générale. Donc là on a la couleur, un aplat pour donner d'ambiance, le fond de papier, le trait. Après il me reste, que je dise pas de bêtises, les bulles. Voilà, que j'ai rajouté. Donc ça c'est simplement un fond blanc qui est mixé avec le fond de vieux papier. Voilà. Et ensuite le texte dans les bulles. Et là c'est une police qui était numérisée, c'est-à-dire que c'est ma police de caractère telle que je lettre habituellement, et qui a été numérisée, et ce qui fait que je m'en sers comme d'une police, comme on sert d'une police sur ordinateur, mais c'est moi qui ai dessiné les caractères. Donc elle est personnalisée, et c'est plus facile que de lettrer à la main, parce qu'évidemment on peut jouer sur la composition des textes beaucoup plus facilement. Ensuite, là il y a des détails techniques, c'est-à-dire que le noir, pour qu'il ressorte bien, on appelle ça un soutien noir, c'est-à-dire qu'on remet de la couleur sous le noir, sous les traits noirs, pour qu'il soit plus fort et qu'il sorte bien noir. Donc en fait, pour expliquer, je vais enlever la couleur, le trait, vieux papier. Et là, voilà, ça c'est un soutien noir, c'est-à-dire que c'est des traits noirs, mais qui ne sont pas tout à fait noirs. Et quand on remet le noir dessus, eh ben, le noir est plus puissant. Si j'enlève, on voit très légèrement.
mais ça se voit beaucoup plus à l'impression. Donc quand j'ai tout mis, voilà, je me retrouve avec ma planche, si elle veut bien bouger, voilà. Je me retrouve avec ma planche terminée. Vous parlez d'Edith rapidement. Bon, voilà. Donc je connais Edith depuis des années. Et dès que j'ai découvert son travail, j'ai adoré. C'est très sincère. J'apprécie vraiment son travail. Je pense qu'elle a compris des choses que je vais mettre des années à comprendre en dessin, enfin bref, dans les techniques et la liberté qu'elle a dans les techniques justement. Et voilà. Maintenant, j'ai couché 2 fois avec elle dans le même lit et il ne s'est rien passé. Donc je sais pas après vous en dire plus, ouais, je peux pas. Mais c'est vrai, il s'est rien passé. Et Dominique, je te jure, il s'est rien passé. Riff, je te jure, il s'est rien passé, mais on a dormi avec Edith 2 fois dans le même lit. Voilà, ça va plaire aux gens de savoir ça, je pense. C'est une bonne anecdote, c'est ce que vous voulez. C'était une anecdote qu'il fallait. Voilà. Allez, à bientôt Edith. Jamais 203. Tu dessines au stylo bille. Mais oui, tout l'album de Lautréamont a été ancré au stylo bille. Et c'est un outil, bah voilà, il y en a partout. On en a toujours un sous la main. Et puis c'est assez... on peut faire pas mal de variations en fait sur les noirs. Ça fait un beau trait bien dynamique. Et si on s'en sert légèrement, on peut griser, on peut faire des ombres. Bon, en général, après, dessus, je repasse du noir quand je veux que ce soit très noir. Mais pour tout ce qui est trait, ben voilà, je n'ai pas trouvé mieux pour... En fait, Lautréamont, c'est un album qui est hyper cheap. Je veux dire, c'est l'ancrage, c'est stylo bic sur papier machine, mais même pas du papier machine beau, des bouts de papier, tout ce que je trouve. Comme après, c'est scanné, je m'en fiche complètement du support, en fait. Et en fait, pour tout ce qui est ombrage, ben, je travaille avec de l'encre, l'encre acrylique. En fait, ma couleur d'ombrage, c'est pas celle-là, mais j'ai pas amené toutes les couleurs que j'utilise, mais c'est un espèce de mélange terre d'ombre avec du bleu, et ça fait un gris coloré qui me sert en général. Je place toutes les ombres. D'accord. Et après, par-dessus, si je travaille en tradi, je vais remettre de la couleur, parce qu'en fait, l'encre acrylique, une fois que c'est sec, ça se remélange plus. Donc on peut mettre plus... D'autres aplats. Ouais, on met des couches, il n'y a aucun souci, à partir du moment où on attend que ça sèche. Mais on peut aussi la mélanger comme de l'aquarelle, c'est vraiment magique ça. Et après, sinon, si je travaille sur l'ordi, eh ben, je vais scanner le trait et l'ombre, et par-dessus, je vais travailler avec les couleurs ordinateur. Donc ça, c'est des aplats. Des fois, c'est des matières que j'ai réalisées, des fonds de matière que j'ai réalisés de manière très aléatoire, que j'ai scanné, j'en reprends des bouts, que je remets si je veux qu'il y ait plus de matière pour un fond ou un vêtement, etc. Donc c'est un peu comme du collage virtuel, informatique. En fait, les encres acryliques, c'est juste magique. C'est juste magique, et regarde, ça s'appelle Magique. Magicolor. Non, en fait, c'est magique parce que c'est une encre qui est miscible. On peut la mélanger quand elle est liquide. On peut faire des couleurs comme l'aquarelle. Et quand on attend qu'elle sèche, ça fait un aplat qui va rester fixe. Et on peut repasser de la couleur dessus. Ça ne va jamais se remélanger. Ce qui fait qu'on peut superposer, comme c'est une encre un peu transparente, on peut superposer plusieurs couches et arriver comme ça à des tons différents, ou alors faire des petites, je sais pas moi, des petites touches de couleur, et après on passe un jus, si on veut que ça soit un peu dans les bleus, on va pouvoir passer un jus bleu sur toute la case, et du coup toutes les couleurs vont se mélanger, on aura une ambiance très spécifique, assez forte.
Et voilà, et en fait du coup, quand je travaille en tradi, c'est comme ça que je fais. Et puis à l'ordi, souvent je m'arrête là. Et puis ça, je le scanne. Et après, je rajoute les couleurs sur l'ordi. Donc des aplats ou des scans de matière que j'ai réalisés, que j'ai scannés et qui me servent de banque pour faire comme un collage en fait, ou des superpositions. C'est vraiment une cuisine, hein. C'est du bricolage, mais on arrive à des choses vraiment intéressantes, et surtout au niveau des ambiances. En fait, de toute façon, quelle que soit la technique, pour moi, je commence toujours par ombre et lumière. Non, trait, ombre et lumière, et après seulement les couleurs. Et les couleurs, elles viennent simplement appuyer la lumière, mais en fait, je raconte plus avec la lumière qu'avec les couleurs. Et j'ai du mal à mettre en couleur un dessin qui n'aurait pas des ombres un peu franches ou une lumière un peu volontaire. J'ai du mal à faire les espèces d'ambiance un peu diffuses comme ça. C'est pas trop mon truc. Là, j'aime bien la plume aussi. J'aime bien travailler la plume aussi. Et en fait, j'étais contente parce que j'avais trouvé sur internet un lot de vieilles plumes, mais comme je ne savais pas lesquelles allaient bien, j'en ai acheté plusieurs boîtes. Et en fait, il y en a une, c'était les plumes qui me convenaient. Donc j'en ai encore pour quelques années, mais après ça, ce sera dur. Enfin, je retrouve. C'est des vieilles, je sais pas, des plumes anciennes, je sais pas si anciennes que ça, mais des années 40, ou des trucs comme ça. Parce qu'en fait, je travaille chez moi, j'ai un atelier. Un petit atelier, un peu bordélique, mais un vrai atelier, quoi. C'est une pièce qui sert qu'à ça. Et voilà, quoi dire, sinon c'est assez classique, quoi. J'ai ma table, mes encres. J'ai pas d'ordi parce que c'est un atelier qui est dans le jardin, c'est pas les super conditions, donc l'ordi est dans la maison. Donc je fais un peu l'aller-retour entre les deux. Enfin bon, il y a allez, 7 mètres entre les deux, c'est pas non plus un grand trajet, hein.